En termes de conférence, c'est la dernière de cette saison avant de commencer la prochaine saison. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière conférence de la saison Maurizio Lazzarato. Ça tombe un peu bien ou paradoxal d'une certaine manière, parce que quand nous avions pensé à ce cycle de la dette, vous étiez une des premières personnes auxquelles nous avions pensé à cause de ce livre précisément. Donc, c'est bien de clôturer peut-être là-dessus. Puisque, bon, quelques mots de présentation. Maurizio Lazzarato est philosophe et sociologue. Il vit et il travaille à Paris. Il est chercheur au CNRS et à Paris 1. Il est membre du Collège international de philosophie. Ce qui le situe encore mieux, c'est de dire qu'il est à la fois membre de la rédaction et un des fondateurs de la revue Multitude. Non, je l'ai quitté depuis quelques temps. Voilà, ça c'est encore mieux pour le situer. Parce que ça le situe encore mieux que ce que je voulais dire, à savoir la revue Multitude, qui est une des revues qui est notamment fondée par Yann Moulier-Bouton, Tony Negri, et qui s'inscrit dans cette école de pensée que l'on appelle du capitalisme cognitif, disons, pour aller vite. Mais justement, je n'étais pas d'accord avec le régime cognitif. Voilà. Donc c'est pourquoi ça situe encore mieux le fait que je dise ça, non, mais et que vous disiez que vous l'aviez quitté. Que vous l'aviez quitté. Ces recherches ont porté pour l'essentiel, ou portent pour l'essentiel, à savoir sur des questions comme le travail immatériel, l'éclatement du salariat, les transformations du salariat, la biopolitique, la bioéconomie. C'est autour de ces thèmes-là. Il est l'auteur de plusieurs livres. Le dernier que je connais, c'est celui qui nous a incité à l'inviter, c'est La fabrique de l'homme endetté, qui est paru aux éditions Amsterdam en 2011, je pense. Juste celui qui précédait, ça le situe aussi d'une certaine manière, c'était Les expérimentations politiques, qui est paru en 2009, toujours aux éditions Amsterdam. Voilà. Et donc, c'est un peu aussi avec ce livre, disons, que nous avons conçu ce cycle sur la dette, et on pensait que ce livre, effectivement, nous permettrait de prendre quelque peu de la hauteur sur les questions que nous nous posions. Une idée importante, je pense, une idée centrale, c'est celle suivant laquelle, dans le capitalisme contemporain, la relation sociale la plus importante, la relation sociale fondamentale, serait celle du créancier et du débiteur. Voilà une relation structurante des autres relations sociales. Au fond, ce qui a changé depuis Foucault, en se référant notamment à Deleuze et Guattari, ça serait de dire que nous sommes passés d'une société qui était une société, d'une société de contrôle qui était assurée par l'enfermement, le contrôle social assuré par l'enfermement dans la vision de Foucault, à une société où le contrôle social s'exerce à travers la dette. Alors, pour aller vite et fort, l'élément central du contrôle social serait la dette, et dès lors la figure centrale, ce n'est plus l'homo economicus rationnel, c'est l'homme endetté de cette société. Voilà. Et la dette, c'est un mécanisme de capture par rapport à des idées que nous avons débattues, notamment avec Isabelle Stenger, se trouvent ces idées à la fois d'expérimentation politique, d'expérimentation sociale, d'une part, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, et d'autre part, l'idée de capture, dont on a déjà dit. Donc, l'idée de capture des subjectivités, qui est aussi celle de l'avenir, finalement, qui est conditionnée. C'est un capitalisme qui produit aussi de l'avenir, quoi, des mondes nouveaux, des autres mondes. C'est la capture de l'avenir. Voilà. La question que moi je me posais un peu, qui n'est pas la seule question, je veux dire, il faudrait d'abord présenter l'ensemble, mais une question que moi je me posais, c'était un peu la question suivante. C'est l'idée que la relation fondamentale n'est pas celle de l'échange comme le postule le marché. Pour le marché, c'est tout
tout s'échange, c'est le marché qui est mis en avant. On dit que dans le néo-capitalisme a transformé cela, parce que le marché n'est plus vu comme un élément d'échange, mais un élément de production en termes de compétitivité. On a fait de l'échange un élément de production d'une certaine manière. Donc ce n'est plus l'échange qui est premier comme le postule le marché, mais ce qui est premier, ce qui est essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la relation créditeur-débiteur. Mais que devient alors, ça c'est une question, que devient l'exploitation? Que devient au fond la transformation de la valeur dans un procédé de production, dans le sens marxiste du terme? Donc une fois que l'on a défini cela, que devient la notion d'exploitation? C'était une question que je me posais en vous lisant. Voilà, donc je vous laisse maintenant, et je ne monopolise plus la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais partir de cette dernière question et je vais essayer un peu de résumer un peu le travail que j'ai fait dans le livre. Donc le problème, c'est qu'à partir de 2007, on s'est trouvé dans une crise qu'on appelle crise de la dette. Alors moi, je me suis... d'abord, je vais dire une chose sur la crise. La crise, parce que j'utiliserai souvent ce mot crise, donc je vais dire quelques mots là-dessus, parce qu'en réalité, on est en crise depuis 1973. Hein? Donc, ce n'est pas une nouveauté. Hein? La crise, elle est là depuis toujours. Ce qui change, c'est seulement l'intensité de la crise. Mais disons comme ça, la crise, ce n'est pas l'autre de la croissance ou l'autre de... Voilà, c'est seulement... c'est une forme de gouvernementalité du capitalisme. Hein? Donc, je vais utiliser crise dans ce sens-là. Hein. La crise, c'est pas une période conjoncturelle. On ne va pas sortir de la crise, hein. Ça, c'est sûr. On va pas sortir. On va avoir peut-être une intensité moindre de la crise, mais on ne sortira pas de la crise. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 1973, on est passé des phases plus ou moins intenses de crise. Hein. Non, je disais, donc, à ce moment, donc en 2007, il y a eu la crise de subprime. Et tout le monde a vu, c'est devenu manifeste, ce problème de la dette. Hein, parce que la crise de la dette privée, parce qu'en réalité la crise vient des États-Unis, hein, c'est une crise privée. Hein. Les gens avaient les investissements à subprime. La faillite de ces mécanismes et après l'État qui intervient. Donc la dette privée est sauvée par la dette publique. À ce moment-là, la question de la dette se pose à tout le monde parce que tout le monde se trouve endetté à travers la dette souveraine. Hein, parce que la dette souveraine, tout le monde va la payer. Même si vous n'êtes pas endetté, au moins, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en Italie, en Espagne, en France et tout ça, voilà, il y a toute l'austérité, les coûts budgétaires et tout ça. C'est une façon de transférer les coûts de la dette souveraine sur la population. Donc ce problème est devenu central, cette question de la dette. Mais en réalité, voilà, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que ce problème est là depuis le début. C'est-à-dire que le néolibéralisme s'est imposé depuis la fin des années 70 à travers une centralité qu'il va faire jouer aux politiques de crédit. Donc, la dette, c'est l'envers du crédit. Hein. Donc, pendant 30 ans, on a eu des politiques de crédit qui étaient organisées, des politiques néolibérales qui étaient organisées autour de la monnaie comme capital, de la monnaie comme crédit. Au moment où ce mécanisme s'est effondré, apparaît la dette. Mais en réalité, c'est depuis, disons comme ça, depuis la crise je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez suivi, hein, je me rappelle, c'est au milieu des années 70, la crise fiscale de la ville de New York. C'est un des tournants importants, symbolique aussi. La crise, donc la ville de New York était en faillite pratiquement. Et il y a eu toute une mobilisation d'économistes, d'hommes politiques aux États-Unis et tout ça. Personne ne se rappelle de cette histoire. Bon, mais c'était important quand même, hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé un accord entre les syndicats et la ville de New York. Les syndicats ont accepté que les fonds de pension des fonctionnaires de la ville de New York soient utilisés pour
pour résoudre ces problèmes de la dette de New York. C'est un des mécanismes qui après est largement utilisé. Mais disons comme ça, cette relation débiteur-créditeur commence à s'imposer à cette époque-là. Alors ça, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est pas compliqué, c'est qu'on n'a pas les catégories pour penser ça. C'est que le néolibéralisme a introduit une discontinuité très importante dans le capitalisme. Le capitalisme, depuis la révolution industrielle jusqu'aux années 70, s'était organisé autour de la relation capital-travail. Et sur ça, on sait plein de choses, on a plein de concepts, on a plein de catégories, Marx, etc., bah, pas seulement Marx, voilà. Cette relation, parce que c'est la relation autour de laquelle, c'est la question, c'était la relation autour de laquelle était organisée la production, le pouvoir, la politique, mais était tout organisé autour de cette relation. Disons comme ça, à ce moment-là, c'est pas qu'elle disparaît, évidemment, elle ne disparaît pas, pas du tout, au contraire. Même, on peut dire l'inverse, c'est-à-dire que la relation capital-travail s'est étendue et s'est démultipliée par le monde. Parce qu'avec les décentralisations, la Chine et tout ça, il y a plus d'ouvriers maintenant qu'autrefois. C'est pas ça le problème. Elle est toujours là, la relation capital-travail, comme elle est toujours là, la relation des services, toutes les autres relations. Seulement qu'à cette relation, c'est incrusté une autre, cette relation que moi j'appelle créditeur-débiteur, qui va commander finalement. C'est une relation qui est plus abstraite, on peut parler comme Marx, ou plus déterritorialisée, pour parler comme Deleuze Guattari. Et ça permet de réorganiser complètement la production, de réorganiser complètement le pouvoir, de réorganiser complètement, en réalité, l'économie monde. L'économie monde va être réorganisée à partir de ces centres, ces blocs de pouvoir qui se constituent autour de la finance. Alors pourquoi? Je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de catégories. Parce qu'effectivement, il y a des... Vous prenez Marx, par exemple. Vous prenez premier livre du Capital, production. Deuxième livre du Capital, la circulation. Troisième livre du Capital, il traite en partie de cette histoire de la monnaie, de la dette et tout ça. Mais ce sont seulement des notes, des notes qui ont été mises ensemble par Engels. Et de toute façon, pendant aussi bien la sociologie que l'économie s'est intéressé surtout à la relation capital-travail. Le capitalisme, à ce moment-là, a fait, à travers cette opération de mettre au cœur de leur stratégie cette relation débiteur-créditeur, a déplacé complètement le terrain de la lutte de classe. Et là, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire il nous a enlevé les instruments de lutte et de résistance, fondamentalement, qui ont été forgés pendant 2 ou 3 siècles autour de l'usine et autour de la lutte contre les patrons, contre la constitution des syndicats, tout ça. Voilà. Là, il y a eu un déplacement très, très important. Un déplacement stratégique dont on a du mal encore aujourd'hui à répondre. On n'a pas trouvé, et c'est pas... Et pourquoi c'est important, cette déplacement? Parce que la relation créditeur-débiteur, on la voit à travers la dette, le fonctionnement de la dette. Qu'est-ce que c'est la dette souveraine qu'on est en train de subir? C'est un dispositif qui est un dispositif social. Ce n'est pas un dispositif comme celui de l'entreprise ou de l'usine qui était un dispositif localisé, lié à la production. C'est un dispositif social parce qu'il traverse la société. Par exemple, les politiques d'imposition fiscale, par exemple, pour rembourser la dette. Bon, concerner tout le monde, que vous soyez retraité, chômeur, employé à plein temps, c'est une machine de capture qui va prendre, qui va sucer de l'argent, mais à niveau social. Ça, c'est très important, parce que c'est un mécanisme qui fonctionne de cette façon. Et là aussi, on a du mal, parce qu'on n'était pas habitué à penser de cette façon, sur la dimension immédiatement sociale. C'est comme dit, pour utiliser une catégorie de Deleuze Guattari, c'est une transversalité. Donc là, je dis seulement quelque chose. Le problème, c'est qu'on a du mal, on a
on n'a pas les catégories qui sont suffisamment... On n'a pas développé un grand travail théorique là-dessus. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Si vous allez même chez les marxistes, qui sont en principe, ça devait être ceux qui devaient être les plus proches, ou ils devaient être plus intéressés à ce type de dynamique, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai trouvé... Donc, j'ai écrit ce livre parce que j'en avais marre, je me levais le matin, j'ai allumé la radio, j'ai écouté des conneries invraisemblables. Je ne supportais plus. À un certain moment, je me levais, donc je n'écoutais pas même France Culture, parce que sinon, la journée était gâchée. Donc, pour me libérer de cet enchantement négatif que les médias jetaient sur moi, j'ai écrit ce livre. Mais j'ai eu du mal à trouver des concepts. En réalité, moi, j'avais été touché par un article qui avait été écrit par Gilles Deleuze il y a 20 ans, un peu plus, où il cite la phrase que tu viens de citer. Donc il y a une phrase, seulement une phrase très simple, il dit l'homme, ce n'est plus l'homme enfermé. Dans les sociétés de contrôle, dans nos sociétés, le problème, c'est plus celui de l'homme enfermé. L'homme enfermé, c'est cette théorie de Foucault. L'homme enfermé, c'est l'ouvrier enfermé dans l'usine, l'étudiant enfermé dans l'école, les malades dans l'hôpital, les fous dans les services, dans les hôpitaux psychiatriques. Hein. Il dit, c'est pas ça le problème, c'est le problème de l'homme endetté. Point. C'était tout. Moi, j'ai dit, c'est bizarre, mais je trouve que c'était très... Il a écrit ça il y a 23 ans, hein, 23. C'était un article 1990. Et donc, ça m'a intrigué parce qu'il y avait tout un discours sur les formes de contrôle différentes qui se mettaient en place et tout ça. À l'intérieur de cette description des formes de contrôle, de nouvelles formes de contrôle, il y avait cette phrase de Deleuze. Et donc, je suis allé, en réalité, ça faisait longtemps que je suis allé voir pourquoi Deleuze, s'il y avait d'autres textes de Deleuze où il parlait de cette histoire. Et là, je suis remonté un peu dans tout son travail et en réalité, il parle de la dette depuis 1962. Dans ce livre qui s'appelle Nietzsche et la philosophie, parce que vous savez, Nietzsche a écrit la deuxième considération dans la généalogie de la morale, qui est autour de la dette. Moi, à l'époque, je ne savais pas. Donc, j'ai lu ce livre cette deuxième considération de la généalogie de la morale, et c'est un texte magnifique, hein, où Nietzsche, c'est lui qui soutient, donc, à la fin du XVIIIe siècle, il soutient, il dit, la relation... Le rapport social fondamental, ce n'est pas le rapport d'échange, ni le rapport symbolique, c'est le rapport débiteur-créditeur. Il parlait des sociétés archaïques. Il disait, avant l'échange, il y a eu la dette, c'est ça. Et c'était quand même étonnant, parce qu'il a écrit ça au moment où l'économie politique avait été en plein essor. Il a écrit même contre l'économie politique. L'économie politique, comme vient d'être rappelé, hein, elle est fondée sur l'échange. Hein. L'homme, il a une attitude naturelle à l'échange, dit Adam Smith. Hein, et donc, c'est l'échange qui règle les rapports sociaux. Nietzsche dit que ce n'est pas ça. Nietzsche que et avec très peu de données anthropologiques, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, on sait par l'anthropologie que c'est vrai ce que Nietzsche racontait. C'est que très beaucoup avant... Il y a un livre qui vient de sortir, 5000 ans de dette, là, de l'anglais, qui s'appelle David Graeber, je ne sais pas si vous l'avez lu, ou ce que vous me racontez tout à l'heure, quelqu'un a fait une conférence ici en disant 4000 ans. Voilà. C'est qu'avant l'échange, il y a eu la dette. Et après, je vais parler un peu de cette histoire de Nietzsche parce que c'est très intéressant. Il nous donne des instruments pour comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai tiré cette fil de Deleuze à 62. Après, il en parle beaucoup dans l'anti-Édipe. Et c'était les catégories, c'était la chose la plus riche que j'avais trouvée au niveau des catégories. Alors, pour revenir, avant de parler peut-être de Nietzsche et ce qu'il dit de Deleuze de façon très spécifique, il faudrait revenir sur ce qui est en train de se passer, que peut-être ça nous intéresse plus. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement à partir de 2007 À partir de 2007, parce qu'en réalité,
l'économie néolibérale était construite sur une hypothèse très simple de remplacer, idéalement, c'était de remplacer les services sociaux, l'augmentation salariale, toute cette dimension-là à travers les crédits. Remplacer le fait qu'au lieu de donner des services à travers le welfare state, au lieu de donner d'augmentation salariale, au lieu de donner un droit au logement, droit à la formation, on vous donne l'accès au crédit. Alors pour nous, c'est très étonnant. C'est pas pour quelqu'un qui habite en Europe, c'est pas évident. Au moins, peut-être que pour quelqu'un qui habite en Angleterre, c'est plus simple. Mais aux États-Unis, la chose est allée très 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 loin. Je prends seulement un exemple. Les étudiants américains à l'université américaine. Cet remplacement, parce que vous savez, ici, au moins, jusqu'à pas longtemps, l'accès à l'université était gratuit, et la formation était gratuite. Maintenant, ils commencent à augmenter. Mais aux États-Unis, depuis très longtemps, les étudiants, pour aller à l'école, doivent s'endetter. 60% des gens qui sortent diplômés aux États-Unis sont endettés. 40% sont fils de riches, quindi c'est pour ça qu'ils ne sont pas endettés. Tous ceux qui sont pauvres ou qui sont partie de la classe moyenne sont obligés de s'endetter pour aller à l'université. La Federal Reserve a sorti un document il y a quelques mois où elle donnait les données de l'endettement des étudiants américains. L'endettement des étudiants américains, c'est 920 000 milliards de dollars. 1000 milliards, disons comme ça. C'est un chiffre astronomique, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est beaucoup plus que la Grèce, le problème de l'Espagne, le Portugal, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le subprime. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit que peut-être la prochaine bulle spéculative, ça va être la dette des étudiants. Le problème, c'est que ça n'a pas la même envergure, mais ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement comme le subprime, c'est-à-dire que les crédits, un étudiant souscrit un crédit pour entrer à l'université. Les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont titriser les crédits. C'est-à-dire que les crédits que vous avez faits peuvent être échangés. Exactement ce qui s'est passé avec subprime. Subprime, tous les gens, ils ont donné l'argent, la possibilité de s'endetter, même aux gens très pauvres, parce que la finance avait besoin de cet élargissement du crédit. Ça marche seulement. Les crédits continuent à s'élargir continuellement. Et après, les dettes ou les crédits ont été titrisés. Les titres ont été achetés par plein de banques, notamment les banques européennes. Et c'est comme ça que la crise américaine a contaminé l'Europe. Parce que les banques européennes étaient pleines de ces dettes pourries, de ces titres pourris. Et ça se passe exactement de cette façon. Disons comme ça, l'université américaine, c'est intéressant parce que c'est l'idéal, l'idéalisation de comment devrait fonctionner la société néolibérale, parce qu'il n'y a que des créditeurs et que des débiteurs. Vous voyez, 40%, il y a 60% des gens qui sont endettés, 40% sont des riches, donc sont fils de créditeurs. Donc c'est ça. Pour eux, ça serait l'idéal. Donc, beaucoup de créditeurs pauvres et beaucoup de créditeurs riches et beaucoup de débiteurs pauvres. Et ça, donc, et ça, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le welfare state, transformer le welfare state, donc l'État-providence, les privatiser. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, privatiser le welfare state, l'État-providence? Ça veut dire ça. Ça veut dire on vous donne la possibilité d'accès au crédit. Donc, vous, à travers les crédits, vous payez l'assurance maladie, vous prenez la formation, la maison, tout ça. Et je vous signale que l'objectif fondamental de cette crise, ce n'est pas de revenir à la parité des bilans, à assainir les bilans. C'est d'amener jusqu'au bout la destruction du welfare state. C'est ça. Draghi, quand il est allé, le président de la Banque européenne, quand il a été élu, la première chose qu'il a dit,
le modèle européen, c'est fini. Et si ce n'est pas fini, on va terminer de les détruire. Parce que ce qui se passe, si vous allez voir dans les pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qu'est-ce qu'ils font à côté de la réduction des services, des dépenses et des services sociaux, à côté de l'augmentation des impôts, ce sont des privatisations. Ils vont privatiser. Le problème, c'est que parce qu'à travers ces politiques, ils vont amener jusqu'au bout cette logique de changement radical du welfare state. En réalité, les néolibéraux ne sont pas contre l'État maximum, ils sont contre un État comme le welfare state où les pauvres, les femmes, les ouvriers, tout ça, avaient réussi à imposer des services sociaux. Ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, la haine fondamentale qu'ont les libéraux, c'est contre l'organisation du welfare state. Parce que comme disait Castel, que j'ai vu là, il y avait une photo, il a parlé ici, non, Castel, je pense. Oui. Castel soutient, par exemple, qu'à ce moment-là, c'est mis en place une chose fondamentale, c'est-à-dire que les non-propriétaires, c'était les ouvriers fondamentalement, les pauvres, les non-propriétaires avaient réussi à travers le welfare state à avoir une espèce de titre de propriété qu'il appelait propriété sociale. Et si vous allez lire les documents de préparation qui ont été faits à la fondation de l'État social allemand, que c'est l'élément central à mon avis pour toute cette histoire, c'est l'ordolibéralisme allemand à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il va dans ce sens-là. Il va effectivement dans un sens de le welfare state, c'est un changement même minime autour du concept de la réalité de la propriété. Alors la propriété, c'est la propriété privée, c'est la chose la plus sacrée qu'il y a dans le capitalisme. Si vous touchez la propriété privée, voilà. Effectivement, là, c'est une longue vengeance des néolibéraux sur cette mainmise relative des prolos sur le welfare state. Je pense que moi j'ai lu la crise qui est en train de vivre maintenant comme ça. Et je pense que tout va dans ce sens. Alors, autre chose qu'il faut dire toujours pour rester, avant de passer un peu aux catégories, c'est que normalement on pense, il y a eu beaucoup de débats, et normalement la gauche pense qu'il y a que la finance c'est une chose, l'économie réelle c'est une autre. Que la finance c'est du mal, l'économie réelle c'est bien. Que l'économie virtuelle c'est de la spéculation, et après il y a les capitalistes qui produisent de la richesse pour tout le monde. Voilà. En réalité, ce n'est pas comme ça que fonctionne la chose. Je pense que ça c'est un peu compliqué à dire, il faudrait un très long développement. Mais disons comme ça, pour simplifier, il n'y a pas une opposition entre finance et économie réelle, mais il y a eu un changement radical de l'ensemble de ce que Marx appelait les métamorphoses du capital. Pour Marx, il y avait trois capital. Il y avait capital commercial, capital industriel, capital financier. Et ils étaient agencés ensemble. On ne pouvait pas sortir un type de capital du capital industriel et les autres ne pas les prendre en considération. Il faut toujours les trois. Seulement que là, pendant longtemps, l'hégémonie, elle était du capital industriel sur les deux autres. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'hégémonie, cette fois-ci, c'est le capital financier qui la tient. Mais le capital financier, il n'est pas séparé. Il doit, pour que ça fonctionne comme il est en train de fonctionner, il faut reconfigurer le capital industriel, il faut reconfigurer le capital commercial. Si vous prenez par exemple une usine, maintenant, il n'y a plus le capitalisme comme on les a connus dans les années 20, jusqu'aux années 60, que vous voyez dans les caricatures avec les cigares, tout ça. Les gens qui dirigent les multinationales sont des managers, mais des managers de la finance.
La comptabilité était complètement refaite des entreprises pour qu'elles puissent être évaluées selon les principes de la finance. La comptabilité qui est en train d'être mise en place, c'est pas ici, mais en France, partout, dans le welfare state des services sociaux, c'est toujours une comptabilité qui va dans ce sens-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, la finance, le capital financier a modifié l'organisation de la production, a modifié le welfare state. La mobilité, que cette immobilité, pourquoi il y a cette puissance des flux financiers, que c'est la monnaie comme capital, dirait Marx. C'est cette capacité de mobilisation, de passer d'un investissement à un autre, cette flexibilité de la monnaie. Et c'est pour ça qu'elle va être imposée dans le marché du travail. On demande d'être flexible, d'être capable de changer de métier. C'est pour essayer d'adapter à cette modulation, à cette vitesse, à cette capacité de mobilité du capital financier. En réalité, le capitalisme aujourd'hui, c'est un capitalisme de flux, comme dirait Deleuze et Guattari. Il y a différents flux qui marchent à vitesses différentes. Flux de travail, flux de communication, flux d'information, flux de services. Mais il y a un flux qui est plus mobile et qui a une capacité de commander les autres, c'est celui de la finance. Seulement que ces mécanismes, si on prend la crise de subprime, ces mécanismes de remplacer les services, de remplacer l'augmentation salariale, parce que si vous allez aux États-Unis, vous pouvez avoir les étudiants américains ont en moyenne 4 cartes de crédit. Les étudiants, 4. Les Américains, ils ont 10, 12. C'est-à-dire que cette histoire de faciliter l'accès au crédit, c'est vraiment une politique, quoi. C'est pas une. Seulement que cette politique a échoué d'une certaine façon. En 2007, a échoué avec la crise de subprime, et c'est ça qui est important. Cette politique a échoué. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, se passe ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on a imposé les coûts de cette crise, on l'a transféré d'abord, je vous disais tout à l'heure au début, des dettes privées aux dettes publiques, et des dettes publiques, on l'a transféré à la population. La population doit payer. L'homme endetté, dont tous nous sommes, parce que tous nous payons les impôts, parce que les coûts, à travers la dette souveraine, on est tous l'homme endetté, il a une tâche fondamentale pendant la crise, c'est de payer, c'est tout. Et nous sommes en train de payer. Alors, mais comme d'habitude, là, je suis très étonné, parce qu'effectivement, là, il faudrait relire un peu Marx, et on a oublié trop vite les catégories marxiennes, parce que tout le monde est très étonné de l'austérité. Ils disent, mais comment les capitalistes sont contre-productifs, parce que, effectivement, l'austérité va bloquer la production au lieu de la relancer. Si vous faites une politique de récession, si vous diminuez la demande, vous risquez de mettre en crise les systèmes économiques dans son ensemble. Mais les crises ont été toujours comme ça. Les crises ont été toujours, depuis que le capitalisme existe, c'est ça. La crise, qu'est-ce que c'est? La crise, c'est une destruction du capital. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une chose très banale. Mais on l'a complètement oublié. La crise doit détruire le capital, doit détruire le capital matériel, doit détruire des relations sociales, doit détruire des pans entiers de la production pour pouvoir redémarrer ailleurs. Ça s'est toujours produit comme ça. De façon plus dramatique autrefois, parce que la guerre, qu'est-ce que c'était? Les 2 guerres mondiales qu'on a eues, c'était cette destruction du capital. Marx l'avait dit très clairement, le capital, face aux crises, il fonctionne comme ça. Il détruit. Et après, il essaie de reconstruire. De le construire ailleurs. Donc il ne faut pas s'étonner.
la récession, ils sont pour la récession, l'austérité, tout ça. Ce n'est pas une question de récession, d'austérité, c'est que c'est une pratique courante du capitalisme depuis longtemps. Et heureusement, voilà, qu'on est dans les conditions où ils ne vont pas déchaîner la guerre. Mais normalement, pour la sortie de ces crises de cette ampleur-là, c'est la guerre. Ça a été toujours comme ça, pour moi, jusqu'à pas longtemps. Donc, maintenant, deux ou trois concepts qu'on peut tirer de Nietzsche, de ces textes de Nietzsche et de Guattari ensemble. La chose fondamentale, une des choses importantes, c'est cette histoire que la relation débiteur-créditeur, c'est la relation fondamentale. Parce que même chez Marx, ou même chez les marxistes, vous trouvez cette histoire du crédit. Mais le crédit, c'est une espèce d'affaire interne aux capitalistes. Ça n'a pas cette dimension sociale, débiteur-créditeur, comme ça. C'est une fonction qui est interne au capital. Pour investir, on a besoin du crédit et tout ça. Donc vous trouvez ça. Mais vous ne trouvez pas cet élargissement de la fonction à la société. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors Nietzsche dit une chose fondamentale, il dit, donc, il parle des sociétés archaïques, il ne parle pas des sociétés contemporaines, mais on peut, au moins, moi je me suis permis de les tirer vers la situation dans laquelle on se trouve. La chose qu'il dit, il dit effectivement, si la relation fondamentale c'est la relation de dette, le problème c'est qu'il faut construire l'homme endetté. Le débiteur, il faut le construire. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est une dette? Une dette, c'est une promesse de paiement. Quand vous endettez, vous promettez de payer. Mais il dit effectivement, mais la promesse, qu'est-ce que c'est la promesse? Savoir avec le temps. La promesse, je promets maintenant quelque chose que j'ai dit, je vais te rembourser dans 2 ans, dans 2 mois. Donc, comment je fais pour garantir ce problème de la temporalité? Et il dit, il faut créer un homme, donc il dit que pour lui la civilisation, donc la sortie des sociétés archaïques, la civilisation a commencé quand on a construit un homme capable de promettre, donc pour se porter garant du temps, se présenter lui-même comme avenir, parce que savoir avec l'avenir. Et d'ailleurs, la chose fondamentale, c'est que la finance et toute la société financière dans laquelle on est, elle a à voir avec la temporalité. En réalité, c'est une expropriation du temps. Chez Marx, vous savez, chez Marx aussi, le problème, c'est le problème du temps. Le profit, c'est une appropriation du temps de l'ouvrier. C'est l'appropriation du temps de travail. Étant donné que chez Marx, toute la valeur est mesurée en temps. Il s'agit d'une appropriation du temps, d'une expropriation du temps. Là, par contre, ce qui est exproprié et volé, ce n'est pas le temps de l'ouvrier, le temps de celui qui travaille, mais c'est le temps social dans son ensemble. Nous vivons dans une société où on a l'impression qu'on n'a plus d'avenir, que le futur est bouché. Que les générations futures, comme on dit tout le monde, voilà, auront moins de possibilités que les générations du baby boom et tout ça. Tout ça, ça veut dire seulement qu'il n'y a pas d'avenir, que l'avenir est bouché. Mais l'avenir est bouché parce qu'il a été préempté par la finance. Cet énorme investissement, c'est une façon d'anticiper sur le temps. Et ça, c'est une chose que Nietzsche avait très bien vue. Nietzsche avait dit c'est une façon pour anticiper et pour contrôler le comportement des gens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils anticipent et contrôlent le comportement, nos comportements. L'autre chose fondamentale, c'est que la dette, suivant Deleuze-Guattari, c'est une dette infinie. C'est une dette qu'on ne peut pas rembourser. Pourquoi? Alors, selon Deleuze-Guattari, mais ils ont repris une idée de Marx, c'est que
ils ont réélaboré des intuitions de Marx, c'est que le capitalisme introduit l'infini dans la production. Qu'est-ce que c'est l'infini? L'infini, il est représenté de façon très simple par l'argent. Étant donné que les cycles de production du capital commencent par l'argent, l'investissement, quelqu'un qui investit dans une usine, et il termine avec l'argent, seulement un argent, plus d'argent qu'au début, mais c'est l'argent. Donc, il n'y a pas de fin, c'est un cycle qui va continuer à l'infini. Seulement que cet infini, il n'est pas seulement dans la production, il est aussi dans la consommation, il est aussi dans la dette. La consommation dans le capitalisme, ce n'est pas une consommation pour satisfaire ses besoins, c'est une forme d'excitation, de frustration en même temps. On nous excite pour acheter des choses et on nous frustre en même temps, de façon que les cycles recommencent à l'infini. Mais l'infini, disent les Guattari, c'est aussi dans la dette. La dette, c'est une dette qu'on ne pourra jamais rembourser. C'est-à-dire qu'on pourra rembourser quelques dettes, quelques États pourront rembourser une dette, quelques particuliers pourront rembourser ces dettes, mais les dettes en général ne peuvent pas être remboursées. Pour cette raison, pour cette caractéristique du capitalisme. Et aussi parce que dans le néolibéralisme, la dette, c'est le cœur de la... Et pourquoi c'est le cœur de l'économie? Parce que la monnaie est dette. Et ça aussi, c'est une nouveauté qui a été introduite toujours au début des années 70. Vous savez, autrefois, on pensait la monnaie comme l'expression de la valeur, par exemple, du travail. Ça, c'était Marx, par exemple. D'ailleurs, les économistes ont toujours eu du mal avec la dette. Les économistes, c'est très étonnant, mais les économistes ne considèrent pas la dette comme un problème économique. C'est-à-dire, ils considèrent la dette seulement comme un instrument pour faciliter les échanges. Elle a seulement cette fonction, la monnaie. Il y a une image de Milton Friedman, qui est un des pères du néolibéralisme. Pour lui, la monnaie, c'est une chose très simple. Comment fonctionne la monnaie? Vous chargez des billets de banque sur un hélicoptère, vous faites passer l'hélicoptère sur une ville et vous jetez l'argent. C'est-à-dire qu'il y a eu production avant, les gens en bas dans la ville produisent, et pour faciliter les échanges, vous faites tomber de la monnaie. En réalité, la monnaie, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle marche. La monnaie, ce n'est pas un moyen d'échange, au contraire. La monnaie vient avant la production. Ça, c'est un peu trop long à expliquer. Mais disons comme ça que la monnaie et l'impôt précèdent la production. Mais ce que je voulais dire, c'est l'histoire de la monnaie qui est dette. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez quand Nixon a décrété que les dollars n'étaient plus échangeables avec l'or. À ce moment, les Américains ont décidé de rompre le rapport entre l'or et la monnaie. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la monnaie est dette. C'est-à-dire, comment ça marche? 85% de l'émission de monnaie maintenant est fait par des banques privées. Et comment ça? C'est seulement un effet d'écriture. Vous allez dans une banque, vous demandez un crédit de 10 000 euros. La banque écrit, d'un côté, elle fait une double comptabilité. Ça, c'est un crédit, 10 000 crédits et 10 000 dettes. C'est ça la création monétaire aujourd'hui. Parce que la chose fondamentale, et ça j'ai oublié de le dire, mais c'est la chose la plus importante, c'est que la privatisation la plus importante qui a été faite, c'est la privatisation de l'émission de monnaie. Le néolibéralisme, une des premières choses qu'il a fait, c'est privatiser l'émission monétaire. Pour sortir de la crise du 29, on avait fait exactement le contraire. On avait étatisé l'émission de monnaie, c'était l'État. Et même avant, c'était l'État. Voilà. Là, par contre, la chose fondamentale, c'est privatiser. Mais même, vous savez, même, c'est pas la banque
de Belgique, mais la Banque d'Italie, c'est une banque, c'est privé. Ils ont changé les statuts, maintenant c'est une banque, donc la Banque d'Italie, c'est autrefois c'était la Banque d'État, maintenant juridiquement c'est une société privée. Cette privatisation de la monnaie était très 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 importante. C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est à travers la monnaie, donc le flux financier, qu'on contrôle et on a réorganisé complètement l'organisation du capitalisme à niveau mondial. Et c'est pour ça que les capitalistes ont voulu avoir le contrôle de l'émission de la monnaie. Et c'est fait encore à travers l'intervention de l'État, mais disons comme ça, voilà. Et donc, la monnaie est dette. C'est pour ça que cette centralité de la question, parce qu'après on retrouve cette histoire, la centralité de la dette ressort de cette nouvelle modalité de fonctionnement et de création de la monnaie. La dette est dette infinie. Deleuze et Guattari, dans l'Antidipo, explique comment on est passé de dette finie, de dette des sociétés archaïques, au moment où on passe des sociétés archaïques au grand empire et à la naissance de l'État. Là, par contre, la dette commence à devenir dette infinie. On n'a jamais fini de la rembourser. Donc, par exemple, ça c'est une autre histoire. Comme on ne sortira jamais de la crise, on n'arrivera jamais non plus à sortir de la dette. Au moins par un acte politique. Mais c'est un acte politique comme ils faisaient les Sumériens souvent. L'État sumérien, c'était un moment, quand la dette était très importante, dans l'Antiquité, l'État décrétait que les dettes étaient... qu'il fallait annuler les dettes. Parce que les dettes, après, amenaient à l'esclavage. C'était fondamentalement ça, les passages, amenaient à l'esclavage. Seulement que maintenant, on ne parle plus d'esclavage, mais on est en train de devenir tous des esclaves sans rendre compte. On n'arrive pas à l'extrême des sociétés archaïques, mais c'est ça qui est en train de se faire. C'est une nouvelle forme de domination qui passe à travers la dette. Le fait qu'on est endetté, à travers ces discours, ils sont en train de légitimer les passages que j'ai dit tout à l'heure. Parce que, comme Nietzsche avait dit, le problème c'est celui de construire l'homme endetté, c'est-à-dire que la dette présuppose une subjectivité spécifique, c'est celui de l'homme endetté, et pour le construire, il faut agir sur le corps d'abord, dit Nietzsche, il faut lui faire une mémoire, construire une mémoire de la dette. Parce que la mémoire est liée à la promesse, pour pouvoir promettre, il faut se rappeler, tout ça. Voilà. Disons comme ça qu'en train de se répéter, et à niveau européen, il y a cette tentative de la part du gouvernement de créer des peuples endettés, capables de promettre, de leur imposer une mémoire pour pouvoir rembourser. Si vous pensez que ce qu'ils ont fait les Allemands avec les Grecs, comment ils ont essayé de les culpabiliser. Parce que l'autre chose qu'il dit c'est très important, il dit que la mauvaise conscience et toutes les passions tristes naissent dans l'humanité à travers cette histoire de la dette. La conscience, la mauvaise conscience, les ressentiments, tout ça est lié à la dette. D'ailleurs, une des amorces de sa théorie, c'est que Schulden, que dette en allemand, faute et dette, c'est le même mot. Et dit les Anglais n'ont jamais compris, ils ne sont pas des bons philologues, mais il fallait seulement connaître un peu de philologie pour se rendre compte que tout ce côté négatif de l'humanité vient de cette histoire de la dette. Et c'est un peu ce qui est en train de se reproduire, la tentative que les gouvernements font de culpabiliser, de nous culpabiliser. En disant, c'est de votre faute. C'est que pour moi, c'était insupportable pour moi quand j'ai écouté la radio, comme je vous disais, c'était effectivement que c'était toujours la faute aux gens, quoi, parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment, ils veulent trop à la retraite, ils consomment trop de médicaments. Ouais, c'est ça la raison. En réalité, ça n'a jamais été comme ça, parce que la dette de l'État, elle n'est pas due au fait qu'on a eu
taux de dépenses publiques. Elle est due au fait que c'était structurellement, si vous mettez au centre de l'économie et du modèle économique la finance, hein, vous avez des systèmes d'endettement forcément. Pendant les Fordismes, donc entre 45 et 75, hein, les dettes des États étaient irrisoires. Elles étaient, je sais pas comment dire, étaient 20, 15, 10%. C'est après que ça explose. Mais ça explose pas parce que les gens dépensent beaucoup. C'est parce que les mécanismes de financement, hein, de capture de la production sociale passent à travers la dette. Pour répondre à cette histoire de la valeur, hein, c'est que la valeur, c'est que depuis 40 ans, pratiquement, on est en train de voir que les profits, c'est que autrefois on parlait des profits, les profits, il est mélangé à la rente. Hein. En réalité, la vraie façon de capturer la richesse sociale, elle ne passe pas seulement par les profits, mais passe par la rente. Vous pensez, les Français, par exemple, payent chaque année 50 milliards de dollars au titre des services de la dette. 50 milliards de dollars, rien que pour les services. Hein. C'est une façon de capturer l'argent à niveau social, à travers les impôts, et les redistribuer aux créditeurs. C'est dans le sens que c'est une machine de capture. Hein? Une machine de capture sociale. Les gens produisent. Hein? Les gens travaillent dans l'usine, travaillent dans les services. Mais après, c'est à travers ces mécanismes, hein, qu'une grosse partie de l'argent est récupérée. Et il est immédiatement transféré où? Dans les paradis fiscaux. Il y a 2 mois, il y a un article de New York Times, non, de Financial Times, un article très bizarre. Il disait effectivement combien d'argent il y a dans les paradis fiscaux. Donc la dette mondiale de tous les pays cumulée, c'est 50 000 milliards de dollars. Dans les paradis fiscaux, il disait il y a 22 000 milliards, peut-être 32 000, plus probable 32 000. C'est-à-dire que pratiquement la dette, hein, qu'on doit rembourser, hein, nous on rembourse la dette et l'argent va directement dans les paradis fiscaux. C'est mathématique, c'est pas très compliqué. Hein? Et c'est comme ça qu'a lieu la capture sociale. Hein? C'est pour ça que les profits se mélangent avec la rente. Hein? Et il faut absolument rembourser les créditeurs. Hein? Vous voyez, la violence de Merkel et de l'Europe, c'est qu'effectivement, on peut tout faire, mais il faut rembourser les créditeurs. Parce que les créditeurs, étant donné que c'est le rapport social fondamental, il faut les rembourser. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un problème fondamental, effectivement, c'est très différent de ce qui s'est passé après la grande crise du 29. Hein. Comment on est sorti de la grande crise du 29? Parce que fondamentalement, c'était produit de la même façon. Hein. C'était la finance qui avait déclenché la crise. Les bourses étaient effondrées, chômage de masse, beaucoup plus grave que maintenant, parce qu'à l'époque, les États n'étaient pas intervenus, tout ça. Mais comment on était sorti? On était sorti parce que Keynes appelait l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire on avait tué la rente. Hein? C'était comme ça qu'on est sorti. C'est pour ça que les rentiers étaient réduits de façon très importante. Mais aujourd'hui, cette euthanasie des rentiers n'est plus possible. Si vous euthanasiez les rentiers, on dit comme ça, euthanasier les rentiers, vous tuez le capitalisme. Hein. Cette opération n'est plus possible. Et ça, en même temps, c'est intéressant, parce qu'ils ne savent pas non plus, eux, comment sortir de cette histoire. Hein. La sortie qui était proposée, donc c'était la sortie réformiste, hein, qui était la sortie social-démocrate, la sortie à travers l'euthanasie du rentier et la relance du capital industriel, parce que c'est ça qui s'était fait, hein, fondamentalement. Aujourd'hui, cette sortie est bouchée. On ne peut plus la reproduire. Mais ça fait très longtemps que je parle. Bon, je m'arrête alors, je termine là. Et
Je vous ai fatigué suffisamment, donc je vais conclure. Non, je pense que cette question de la... C'est clair que c'est devenu le centre du débat politique en Europe, au moins depuis 4-5 ans, cette histoire de la dette, hein, depuis 6 ans, depuis 2007. Et c'est autour de ça que se joue une partie du futur de l'Europe, hein, de l'Europe et de nos pays. Hein. Aussi parce qu'à niveau international, cette histoire de la dette gère pratiquement, c'est à travers la gestion de la dette qu'on gère la mondialisation. Et le rapport entre États-Unis et Chine est construit autour de cette histoire de la dette. Donc, moi je pense qu'il faudrait arriver à trouver une façon d'annuler cette dette, parce qu'on ne peut pas les rembourser. Économiquement, c'est un délire rembourser les dettes. Ce n'est pas possible de les rembourser, elles sont trop importantes. Il faudrait 20-25 ans d'austérité, mais encore, on ne sait pas si on arrive à 25 ans d'austérité. Ça veut dire que voilà, c'est une destruction du capital qui risque de déclencher des crises sociales, économiques. Donc, là, maintenant, ils commencent, ils disent peut-être on va rendre moins lourde l'austérité, mais je ne crois pas. Donc, cette histoire de l'annulation de la dette, ça me paraît importante, seulement que je ne pense pas qu'on ait les rapports de force pour pouvoir le faire. Ça, c'est la limite de tous ces discours, c'est qu'on s'était bien organisé, on avait compris comment bloquer le capitalisme industriel, hein, et de certains points de vue, ça marchait. Comment bloquer le capitalisme, ces nouveaux types de capitalisme, là, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Et si vous avez des idées, ben, je suis preneur, mais... Non, vous voyez, même, par exemple, c'est l'histoire des étudiants américains, la dette des étudiants américains, c'est très important. Pendant Occupy Wall Street, c'était une des thématiques importantes, c'était celui d'organiser la résistance autour de la dette. Et ça n'a pas marché. Ils ont essayé de s'auto-organiser, mais parce que ça renvoie, c'est des formes de contrôle qui passent absolument individualisées. C'est-à-dire les étudiants qui souscrivent un contrat, un prêt, ils sont tout seuls, quoi. Ils n'ont pas un lieu physique comme l'usine où il y avait une solidarité qui se mettait en place, hein, des formes de coopération entre gens. Vous êtes seul avec la banque. Hein, vous êtes vous-même et la banque. Et d'ailleurs, vous sentez, là, l'histoire de la responsabilité, de la culpabilité est énorme. Hein. C'est-à-dire que vous êtes endetté avant de rentrer au marché du travail. C'est ça que ça veut dire avec les étudiants. C'est-à-dire que vous êtes endetté avant de rentrer au marché du travail. C'est-à-dire que vous avez déjà hypothéqué les salaires que vous allez gagner éventuellement si vous trouvez du travail. Hein, vous l'avez déjà hypothéqué maintenant. C'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier. Et ça pèse beaucoup sur la subjectivité des gens. Parce que c'est une forme d'autocontrôle. C'est-à-dire que le commandement ne vient pas. Il est toujours social, mais c'est comme s'il venait de l'individu lui-même. Hein? C'est comme si disait, c'est toi, c'est moi-même qui me commande. Hein? C'est moi-même qui dois décider que je dois organiser ma vie de cette façon pour rembourser cette dette. Je dois dépenser moins ici, de faire gaffe de l'autre côté, tout ça. Donc là, il y a un mécanisme pour organiser une solidarité autour de ces questions de la dette qui est très compliqué et dont on n'a pas encore trouvé la solution. Alors, je termine toujours un peu négativement, mais sincèrement, c'est-à-dire je ne donne pas beaucoup de perspectives, mais étant donné que pour l'instant je ne les vois pas, je ne peux pas m'avancer sur des choses dont je ne crois pas beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je propose de passer directement à des questions, voir si vous avez des questions, des observations. Oui. Je vois une société comme, par exemple, au Maroc, où
le crédit, prendre un crédit à la banque, c'est encore très tabou. Je veux dire, on construit sa maison au fur et à mesure, on compte sur les collectivités, je ne sais pas si on ne peut pas puiser dans ces savoirs. Je ne dis pas pour se calquer entièrement là-dessus, mais vous avez dit l'individualité, mais donc la collectivité, d'une certaine façon. Mais bon. Mais c'était comme ça aussi en Europe, hein, jusqu'à la religion chrétienne, hein, considérée il y a un passage ici dans les textes, dans les livres. Au Moyen-Âge, qu'est-ce que pensaient les chrétiens des gens qui empruntaient de l'argent? Si je le trouve, je vous le lis. Et d'ailleurs, on a dû dépasser cette... parce que c'est très lié à la religion. C'est un joli passage que j'ai trouvé dans un livre de Duby. Mais je ne m'appelle plus où il est. Et donc, il dit... Et ça a à voir avec le vol du temps. Il dit le temps parce que... Malheureusement, je ne le trouve pas. Voilà. Il dit, les usuriers pêchent, donc les usuriers, c'est de la forme des créditeurs de l'époque. Les usuriers pêchent contre nature en voulant faire engendrer de l'argent par l'argent, comme un cheval par un cheval, ou un mulet par un mulet. De plus, les usuriers sont des voleurs car ils vendent les temps qui ne leur appartiennent pas. Et vendre un bien étrange, malgré son possesseur, c'est du vol. En outre, comme ils ne vendent rien d'autre que l'attente de l'argent, c'est-à-dire le temps, ils vendent les jours et les nuits. Ils vendent le temps entre le moment du crédit et le moment du remboursement. Ils sont des vendeurs du temps. Mais le jour, c'est le temps de la clarté et la nuit, le temps du repos. Par conséquent, ils vendent la lumière et le repos. Il n'est donc pas juste qu'il ait la lumière et le repos éternel. Mais il y a une autre maladie. Que vendent-ils, en effet, sinon le temps qui s'écoule entre le moment où il est prêté et celui où il est remboursé avec intérêt? Or, le temps n'appartient qu'à Dieu. Voleur de temps, l'usurier est un voleur du patrimoine de Dieu. Donc ça, c'était les idées qui étaient présentes en Europe jusqu'avant la naissance du capitalisme. C'était ça. Et on a dû dépasser cette idée qu'on volait du temps et que le temps, c'était une propriété de Dieu. Seulement, une fois qu'on a contourné cette question, c'est que ce n'est pas encore produit dans la société musulmane. Mais c'est exactement la même chose. Seulement que maintenant, on a complètement oublié, mais c'est exactement ça. Nietzsche, il ne cite pas ça, mais c'est ça. Il dit, ils sont des voleurs du temps. Et le temps n'appartient pas à eux, appartient à Dieu. Donc, ils sont des mécréants. C'est ça. Il faudrait... Voilà. Et pour imposer l'économie capitaliste, on a dû sortir avec le protestantisme, qui a toute une autre conception du rapport au temps, au travail, à Dieu, tout ça. Voilà. C'était une des choses fondamentales. Et les sociétés chrétiennes ont encore un problème avec l'argent à cause de cette tradition. Autre question? C'est qui les créanciers? Ah oui, ça, les créanciers, ça c'est très intéressant. Les créanciers, parce que c'est pas seulement les riches. L'opération fondamentale qu'ils ont fait, comme je disais tout à l'heure, les capitalistes, c'est que parmi les créanciers, il y a beaucoup de salariés ou des retraités. C'est-à-dire les fonds de pension, c'est quoi? Les fonds de pension sont les retraites, l'argent que les fonctionnaires et les salariés, surtout aux États-Unis, ont mis dans ces institutions pour pouvoir se garantir la retraite. Les capitalistes, ça c'est l'astuce des capitalistes, c'est qu'ils sont passés par là. J'ai dit tout à l'heure l'histoire de la crise fiscale de la ville de New York. Elle était résolue parce que les syndicats ont accepté que les fonds de pension servent pour rembourser la dette. Donc,
Il y a beaucoup de riches, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises, tout ça, mais il y a aussi pas mal de salariés, des retraités. Les fonds de pension plus importants sont des fonds de pension, voilà, c'est pas des profs de l'État de Californie, choses comme ça, hein, par exemple. Hein. Et les fonds de pension ont été... Tiens, cette opération a été faite avec l'argent des salariés. Une grosse partie de cette opération a été faite avec l'argent des salariés. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, il faut considérer parmi les créanciers même cet aspect qui n'est pas tout à fait négligeable, aussi bien pour des questions de quantité d'argent que pour des questions de consensus. Hein? Parce qu'à ce moment-là, vous faites du salarié un petit créancier, quoi. Mais il a intérêt, s'il ne veut pas voir sa retraite disparaître, que ça marche. Donc, je ne connais pas la distribution quantitative de combien de salariés, par exemple, ou ex-salariés sont dans le circuit financier, mais c'est pas, je pense que c'est pas négligeable. Mais disons comme ça, mais ça c'est... L'opération a été faite en réalité par des capitalistes financiers. Hein, l'opération, après ça, hein, de organiser les circuits comme ça, d'organiser les paradis fiscaux, de récupérer les fonds de pension, c'est une stratégie capitaliste. Donc les étudiants américains, de débiteurs qu'ils étaient comme étudiants, ils deviendront des pensionnés créanciers. Ouais, s'ils arrivent à trouver du travail, là ils ont... Denis? Non, mais c'est ça, c'est intéressant, mais c'est pas... Ils ont de plus en plus de mal à trouver du travail, en réalité. Donc, quand ils sortent de l'université, maintenant... Ben, ça fait la crise, c'est la bulle, là. Voilà. Ouais, c'est ainsi. Denis? Je trouvais vraiment... Pardon. Je trouve votre exposé vraiment intéressant et très stimulant. Première chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est... Bon, je suis notamment militant au CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, mais qui se bat maintenant aussi pour l'annulation de la dette au Nord, et singulièrement en Belgique, autour de l'affaire Dexia, etc. Et d'ailleurs, la conférence inaugurale du cycle sur la dette, c'était effectivement Éric Toussaint. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce que vous avez dit sur le fait que le projet néolibéral, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé, et que notamment, ils ont profité de la crise de la dette, qu'ils ont eux-mêmes provoquée, crise de la dette qui était déjà un hold-up, pour démanteler ce qui reste de la sécurité sociale. Que donc c'est véritablement un projet. Et notamment Éric Toussaint a écrit là-dessus, autour des théories, notamment de Naomi Klein, autour de la stratégie du choc. C'est vraiment ça. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est les mêmes qui ont créé la crise, qui elle-même a provoqué la dette, à travers le fait qu'une dette privée a été rendue publique par, effectivement, le renflouement des banques par les États. Ce sont ceux-là même qui ont créé la crise, puis qui ont créé la dette, et qui aujourd'hui spéculent sur la dette et en profitent, et aussi utilisent la dette comme un argument pour justifier les politiques d'austérité barbares qu'on nous impose. Et j'ai beaucoup aimé le terme de revanche que vous avez utilisé. Je me souviens, j'avais lu il y a à peu près 3 ans un édito très frappant. C'était dans un magazine économique français. J'ai oublié son nom, mais c'était un leader d'opinion patronal qui avait signé un édito, et c'était vraiment remarquablement éloquent. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, d'abord, cet édito suait la haine. C'était incroyable. Le revanchisme. Contre le compromis social-démocrate d'après-guerre. Et il expliquait vraiment, il disait, c'est fini, c'est fini. Il rappelait le contexte dans lequel on avait dû lâcher du lest, accepter ce compromis. Il avait dit, c'était en 1945, on sortait de la guerre, il y avait la résistance, une résistance armée, hein, avec un parti communiste très fort, avec des grèves semi-insurrectionnelles, etc. Et puis il y avait l'URSS en face, et on n'a pas eu le choix, on a dû lâcher le lest. Et il disait, mais nous sommes 60 ans plus tard, ça suffit, on n'est plus dans le contexte, et il est temps de revenir à la charge. C'était écrit noir sur blanc comme ça. C'est pas le genre de choses qu'on lit dans le soir, évidemment. Hein. C'est vraiment dans un magazine patronal. Il s'appelle Denis Kessler. Donc c'était le numéro 2 du MEDEF. Hein. Quand la direction du patronat français est passée de la métallurgie au service, hein, en 1999-2000, donc il y avait... Le président du MEDEF s'appelait... Comment s'appelle les comptes? Là, je ne me rappelle plus. Cellier. Voilà. Et le numéro 2, c'était Kessler. Alors, l'histoire de Kessler est très intéressante parce que
Il était un trotskiste quand il était jeune, mais ce n'est pas ça important. Ce qui est important, c'est qu'il a écrit un document qui s'appelle La refondation sociale, où il explique ça, mais en 2000. Et il a fait ça avec un élève de Foucault. Et c'est très étonnant. Michel Foucault, vous connaissez un peu Michel Foucault, non? François Ewald. Ils ont écrit ensemble, parce que François Ewald s'occupait des problèmes d'assurance, et sécurité sociale et tout ça. Kessler, c'était un entrepreneur, un directeur d'une société d'assurance qui a embauché Ewald pour les services de recherche de l'entreprise. Et ensemble, ils ont écrit des textes incroyables qu'il faut lire. Parce que beaucoup de choses qui se sont passées maintenant, elles étaient déjà écrites. Lui disait, il y a un texte de Kessler, là il a repris mais il a fait un texte théorique qui a été publié dans la revue qui s'appelle Commentaire, en 1999, je pense, oui. Où il disait exactement ça. Il dit, le problème, c'est que, d'abord, il disait de façon très claire, la sécurité sociale, c'est 1500 milliards d'euros. Ces 1500 milliards d'euros, c'est pour nous, c'est pour l'entreprise. Il faut que ce que l'entreprise avait externalisé dans l'État, la sécurité sociale externalisée à l'État, redevienne à l'entreprise. Et non, je sais parce que nous, on a beaucoup travaillé. Moi, j'ai participé à organiser des luttes des intermittents du spectacle parce que la première chose qu'ils ont attaqué, c'était l'assurance chômage. C'est un problème qui s'appelait... Comme chez nous. Qui s'appelait les fondations sociales. Ils disaient, la première chose à faire, c'est il faut changer la sécurité sociale. Sécurité sociale, retraite, welfare. C'était ça le programme. Alors, sécurité sociale, chômage, ils ont fait. Retraite aussi, il reste le welfare. Si vous lisez ces papiers, il est vraiment comme ça. Donc, il a été pensé, Ewald a donné une contribution fondamentale parce que c'est étonnant qu'un document de patronat s'appelle refondation sociale, pas refondation de l'entreprise, ça s'appelle refondation sociale. Le problème, c'est les sociales. On a contrôlé fondamentalement, jusqu'aux années 2000, l'entreprise privée et tout ça, on l'a sous contrôle. Les choses qui nous échappent encore c'est la sécurité sociale, le welfare state. C'est sur ça qu'il faut mettre la main et il faut les réinternaliser à l'entreprise. Donc après, par contre, je ne suis pas sûr que... C'est-à-dire que quand il y a eu la crise en 2007, il y a eu un moment où ils étaient vraiment paniqués. À mon avis, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Ce n'était pas si simple. Ce n'est pas qu'ils ont projeté la crise et après... Ils se sont trouvés pendant un an, à mon avis, ils étaient un peu paniqués eux aussi. Après, ils ont trouvé de façon un peu intuitive l'idée et les schémas de continuer les projets néolibéraux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... Ces projets politiques, je ne pense pas qu'ils naissent seulement autour d'une table. Ils ont des gens qui pensent aussi, effectivement, comme ces documents. Après, il y a des événements qui arrivent. Ils se mesurent avec comme ça arrive à tout le monde. Ils se mesurent avec ces événements. Ils font des erreurs, ils essayent, voilà. Et au bout d'un certain temps, il y a une stratégie qui se dégage. Mais je pense que c'est plutôt comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie du choc qui a été pensée. Il y a des délirants qui pensent ça, mais je ne pense pas que ça se fasse de cette façon. Mais ces textes de Kessler, il faut vraiment les relire. Là, c'était important, un changement très important dans la direction du patronat français, parce que quand on est passé justement... Parce que en plus, c'était les assurances et la finance. Là, c'était vraiment les changements de direction qui étaient représentés par la métallurgie, donc la relation capital-travail, qui passe au service. J'aimerais encore rapidement réagir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que ce n'est pas la première fois qu'ici on discute ce genre de choses. Ce sont des thèses qui sont très en vogue, notamment dans le mouvement altermondialiste, c'est cette idée de la financiarisation de l'économie et aussi d'un capitalisme qui serait de plus en plus dématérialisé, inaccessible, etc. Je pense qu'il y a une partie de vrai. Tout syndicaliste connaît ça. Avant, effectivement, un patron identifiable et tout.
mais je me méfie quand même des thèses qui expliquent que c'est essentiellement ça le problème, et aussi des thèses qu'on retrouve de type keynésienne qui expliquent qu'il y aura une espèce de capitalisme vertueux qui serait l'économie réelle, le capitalisme qui investit dans l'industrie industrielle, et puis l'horrible spéculateur. Et nous, on a eu une très belle image tout récemment, c'est l'exemple de Mittal ici, effectivement en Belgique, qui a été accueilli il y a 6-7 ans comme un sauveur de la sidérurgie, y compris les syndicalistes, pas seulement le Parti socialiste, mais y compris les syndicalistes, dérouler le tapis rouge, alors qu'à l'époque, il suffisait de faire une petite recherche avec un moteur de recherche pour savoir qui était Mittal, on voyait son CV, on voyait effectivement son pédigré, ce qu'il avait fait en Chine, ailleurs, etc. C'est le spéculateur par excellence. Et donc, le même qu'on présente comme le sauveur, comme le véritable investisseur, ça devient l'horrible spéculateur quand il ferme la boîte et qu'il se barre avec la caisse. Et bon, j'ai fait plus d'une fois allusion ici au discours de Diropol interview au soir, où il dit oui, mais enfin, moi, ma politique, c'est de ramener des investisseurs en Belgique parce qu'il faut créer de l'emploi. Qui voulez-vous qu'ils fassent? Pas les pouvoirs publics quand même, on n'est plus dans les années 70. Donc on voit toute une gauche qui reste complètement tétanisée sur sans capitaliste, on ne peut rien. La dernière chose par rapport à ça, j'ai déjà dit plus d'une fois, mais je taperai maintes fois sur ce clou, c'est il faudrait une fois qu'on invite ici Geoffrey Goens, remarquable ouvrage, La finance imaginaire, chercheur belge, et qui a notamment, moi je l'ai entendu plus d'une fois en conférence, il a un superbe PowerPoint avec un superbe schéma où il montre les 30 principales multinationales au monde, il montre les participations croisées et il explique que ce sont les mêmes qui, d'une part, investissent effectivement dans l'économie réelle et par ailleurs, évidemment, jouent la financiarisation à crever. Ce sont exactement les mêmes. Donc ce mythe du capitalisme vertueux contre l'horrible spéculateur, ça, c'est la foutaise. Et ça renvoie aussi à une formation qu'on a eue ici, dans une salle ici à côté, organisée par Econosphère, sur ce que sont les multinationales. Cette idée des multinationales qui seraient en quelque sorte complètement mondialisées, c'est faux. Toutes les grandes multinationales sont attachées à un État particulier et représentent les intérêts d'un impérialisme. Donc par rapport à ça, je crois qu'il y a aussi énormément de fantasmes. Alors je reconnais qu'on est moins bien armé aujourd'hui qu'il y a 60 ans, parce qu'avant on pouvait plus identifier la figure du capitalisme. Mais je pense que ce genre de théorie, je ne dis pas que vous l'avez dite, mais c'est quand même une chose qu'on entend très souvent, et dans ce que vous disiez, ça pourrait vraiment le laisser entendre. Alors toute dernière chose, je regrette qu'on n'ait pas maintenu l'idée qu'Eric Beuysens avait proposée, puisqu'il était un des co-organisateurs du cycle ici, de faire un café philo sur le thème de la dette, autour de la dette, c'est-à-dire la culpabilisation des chômeurs, des allocataires sociaux. Parce que moi, c'est mon boulot, je défends les allocataires sociaux de CPS et les chômeurs. Et ce qui me frappe, c'est le parallélisme, mais même le mimétisme du discours qu'il y a partout, mais singulièrement en Belgique, par rapport aux chômeurs et aux allocataires sociaux, et le discours qu'il y a par rapport au peuple du Cid, la Grèce, etc. C'est tellement vrai qu'au Comité Action Europe, et c'est même pas moi, c'est un camarade qui avait suggéré de faire une affiche en disant « On nous a expliqué que la crise, c'était la faute aux Grecs, Portugais, etc., fraudeurs, paresseux, etc. » Aujourd'hui, on nous explique que le problème des finances publiques, c'est la faute des chômeurs, allocataires sociaux, fraudeurs, lutte contre la fraude sociale, Maggie de Bloch, oui, profiteurs, etc. On est exactement dans le même imaginaire. Et effectivement, l'allocataire social chômeur doit toujours se justifier et toujours est obligé dans une posture tout le temps, il doit rendre des comptes, il est tout le temps endetté moralement. On est exactement dans les mêmes logiques. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Non, je voulais seulement répondre. Non, répondre. Nous, on a fait ce travail, ces deux recherches avec ces mouvements de chômeurs et les entrepreneurs du spectacle. Et ce qu'on avait remarqué, c'était effectivement que les allocations se transforme en dette, c'est-à-dire que l'État ou les institutions vous donnent de l'argent, mais ce n'est pas un droit, ce n'est pas un droit que vous avez acquis à travers les cotisations. Hein? Depuis 10 ans, se transforme en dette. Hein? Et vous devez justifier, et sur les chômeurs, c'est incroyable, les chômeurs... avec les suivis individuels et tout ça, ils doivent justifier effectivement de cette dette qu'ils ont reçue. Donc moi je pense que c'est une chose très très importante qui est en train, parce que c'est le management à l'intérieur des services de l'État qui a changé depuis 10 ans, qui est en train de construire, hein, et change complètement même tous les travail social qui avait été fait, même de l'autre côté du guichet. Hein. Depuis 10 ans, il y a ce processus qui est en cours et qui, à mon avis, c'est très, très important. C'est la chose voilà. Donc la dette, elle ne passe pas seulement à travers la finance, elle passe aussi à travers ces mécanismes. Ce mécanisme de production de subjectivité qui sont très importants. Attendez le micro qui arrive.
Voilà. Moi, je suis vraiment... Bon, chaque fois qu'il y a des sujets abordés autour de toutes ces matières-là, je suis toujours contente quand il y a une dimension de l'homme, en fait, qui entre dans la perspective de la réflexion. Et moi, j'ai particulièrement été intéressée par tout ce qui concerne la construction de l'homme endetté et de tout ce que vous avez pu dire autour quant au problème de la gestion de sa temporalité, l'anticipation sur le temps, l'expropriation du temps social, etc. Bon, mais ce qui m'étonne, c'est que pour le futur de l'Europe ou le futur tout court des pays endettés, vous disiez que vous n'avez pas beaucoup d'idées concernant les façons dont on pourrait arriver à l'annulation de la dette. Alors, je vous dis simplement un petit truc, c'est qu'ici en Belgique, il y a quand même un mouvement qui s'appelle le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui s'occupe actuellement beaucoup des dettes du Nord, ainsi que le disait Denis, et qui organise à la fin juin, du 27 juin au 30 juin, une université d'été où seront notamment longuement abordées toutes les solutions imaginées pour en arriver à l'annulation de la dette. Et autour notamment, je dis bien parce que depuis il y a eu d'autres écrits, des écrits d'Éric Toussaint quant à la méthodologie de l'audit de la dette, qui inévitablement peut, dans le meilleur des cas, aboutir arriver à détecter les dettes illégitimes et odieuses qui juridiquement pourraient être annulées en fonction d'une juridiction apparemment internationale qui l'autorise, quoi. Donc, il existe des outils qui permettent, en Belgique tout au moins, mais le CADTM diffuse internationalement, ils ont une couverture, un réseau absolument international, il existe des outils. Bon, j'ai tout simplement envie de vous les mentionner, mais j'imagine que vous devez les connaître quand même. Oui. Vous ne jouez pas naïf en nous disant que vous n'y connaissez rien dans ce qui permettrait d'arriver à la... Mais c'est ça. Moi, je me dis, ou vous jouez au candide, ou vous jouez au naïf, ou je ne sais à quel rôle vous voulez endosser. Et bon, j'ai envie de savoir quand même les idées qui vous chatouillent là derrière, quant aux idées que vous connaissez réellement et que vous pourriez avouer quand même. Quoi? Ça a bien marché. Ben voilà. Non, mais c'est quand même chouette, quoi. C'est quand même... Non, mais je connais, bien sûr que je connais. Triche un peu, même un peu, quoi. Non, mais évidemment, je connais les initiatives qui ont été faites, mais... Et comment ces solutions peuvent ne pas toucher le petit rentier, on nous a fait miroiter le capitalisme populaire, mais ne pas toucher le tout. Effectivement, il y a quelques actions, etc. Les gens dont on investit leur pension sans leur demander parfois des fonds de pension, on peut parfaitement dissocier les vrais spéculateurs de ceux à qui on a fait miroiter dans les années 80 et 90 qu'ils étaient tous des petits capitalistes. Il y a des solutions pour ça. Dissocier les vrais spéculateurs des autres. Non, mais moi, je connais ces propositions. Je ne sais pas. C'est-à-dire, je trouve qu'elles ne sont pas à l'auteur du problème qu'on a. Et le problème, ce n'est pas que les propositions, c'est que les rapports de force qu'on a cité tout à l'heure, monsieur Kessler disait effectivement, on était obligé de donner parce qu'il y avait un mouvement ouvrier fort, il y avait l'Union soviétique, on sortait de la guerre, et tout ça. Hein. Donc ils ont cédé après deux guerres mondiales, après que l'Union soviétique avait consommé 1 million de morts. C'est pas avec... Je sais pas, je ne veux pas être méchant, mais... vous voyez, on reconstruit un rapport de force de cette envergure-là, hein, et ils ont lâché, pas beaucoup, hein, ils ont lâché quelque chose. Autrement, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire ce type de travail. Hein, il faut essayer d'approfondir les possibilités, tout ça, faire distinguer entre légitime et illégitime, mais c'est un peu compliqué. Voilà, on peut faire tout ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver la façon de reconstruire ce rapport Et là, il y a une rupture, il y a une discontinuité énorme qui s'est produite avec cette histoire du capitalisme financier. Parce qu'il a... Fondamentalement, il a laissé sans voix le mouvement ouvrier. Et toutes ces organisations, il a enlevé les terrains sous les pieds à cette... Et il a laissé sans voix, il a complètement déplacé. Et là, moi, je trouve que
à ce niveau-là, on n'a pas encore trouvé. Donc, bien sûr, je suis un peu pessimiste, donc je dois être un peu pessimiste. Hein? Oui. Moi, ce qui me chiffonne vraiment très très fort, c'est qu'au niveau international, et notamment au niveau de la jeunesse, et ici comme ailleurs, hein, en Afrique, en Asie, peu importe, il semblerait que l'homme endetté devient... le profil de l'homme endetté s'étend d'une façon maximale. Et que le cycle que vous aviez dénoncé tout à l'heure, d'excitation, de consommation, de crédit, etc., et qui forme cycle, devient vraiment infernal pour pas mal de monde, quoi. Et là, là, il est question de changer profondément des mentalités qui sont en train de s'installer, mais de façon crue et parfois violente, parce que pour pouvoir accéder à un produit, on ferait tout et n'importe quoi, ce qui est légitime et ce qui est tout à fait illégitime et même dangereux pour la société parfois. Et là, je me demande comment on va pouvoir s'en sortir, parce que c'est une contamination extraordinairement rapide, qui joue aussi sur l'obsolescence de tout ce qui vous est proposé, et qui fait qu'on a le goût du nouveau, le goût du dernier cri, etc. Je me demande comment on va pouvoir sortir de ce cycle-là. D'autant qu'il touche profondément la jeunesse, notamment, moi je vois ça quand je vais en Afrique, c'est calamiteux, c'est triste, je ne sais pas comment on va pouvoir dénouer ça, parce que c'est profond, ça s'ancre en plus. Et je ne sais pas. Ce rapport-là, je ne sais pas comment on va pouvoir le renverser. Si je vais essayer de reprendre peut-être cette question qui est finalement celle de la conclusion, qui est celle des solutions, des voies vas-y. Par rapport à ça. Donc, ma question initiale, c'était de dire que devient la relation capital-travail. Cette relation s'est imposée comme structurante dans notre société dans la mesure où elle était liée à la lutte des classes. C'est ça qui a fait que c'est devenu un élément fondamental dans nos sociétés. Bon. Non, la réponse est, cette relation, elle est toujours présente, mais elle est encastrée dans la relation créditeur-débiteur. Ce qui fait que le terrain de la lutte des classes a été déplacé. Oui, c'est ça. Non, la question est ça, il a été déplacé où? La conclusion immédiate, ce qu'on pourrait dire immédiatement de ça, c'est donc qu'il faut, pour le plan d'expression, euthanasier le rentier. On ne peut plus euthanasier le rentier. Alors évidemment, on est là dans une impasse, si j'ose dire. Si on ne peut plus rien faire au rentier et que cette relation a été déplacée là, il y a un problème. Et apparemment, il y a un problème parce que c'est pas si vous avez remarqué. Je se retrouve dans des questions, je veux dire. Non, il y a un problème dans les faits. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'arrive pas à bloquer ces processus. Ils font pratiquement ce qu'ils veulent pour l'instant. Hein, on n'arrive pas. C'est-à-dire, ils ont fait, comme disait tout à l'heure, monsieur, ils ont causé la crise et après, ils ont profité de la crise. Et ils vont jusqu'au bout. On a du mal à trouver la façon de bloquer ces processus. Alors moi, je pense que... Pourquoi? Pour cette question de la lutte des classes, comme vous dites. Hein? C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que... Et, disons comme ça, le capital a fait cette transition entre l'époque fordiste, hein, capital-travail, à l'époque débiteur-créditeur. Elle a construit un bloc de pouvoir, hein, qui fonctionne comme classe, si vous voulez. Il y a seulement une classe pour l'instant. La classe ouvrière, elle s'est dispersée, elle est devenue capital variable, hein, pour le dire avec Marx. Elle est plus une classe pour soi. Hein. Elle a perdu cette capacité. Elle est à l'intérieur d'autres, elle est en contact avec d'autres groupes sociaux, mais je pense, au moins, ce que je pense moi, elle se donne plus comme classe. Donc il y a une lutte des classes asymétrique, si vous voulez. Il y a une classe, là il y a une citation de Warren Buffett, hein, qui dit... C'est nous qui l'avons gagné. Voilà, c'est une guerre des classes. Et nous l'avons gagnée. Et nous sommes en train de la gagner.
C'est pas bête, quoi. Il a dit ça avant la crise. Après, peut-être il a changé un peu d'avis parce que après il a fait. C'est lui qui a fait toutes ces histoires. Comme la victoire était trop nette, il n'avait plus besoin de le dire. Non, je pense que lui, ça fait cette histoire de la secrétaire. Il a dit qu'il faut d'ailleurs payer plus d'impôts. Voilà, que sa secrétaire payait plus d'impôts. Il s'est rendu compte que l'effet de gagner trop d'argent, tout ça, ça crée des inégalités, justement. Et le problème, c'est que tous ces gens qui ont des paradis fiscaux ne servent à rien, quoi. Ils sont pas... Il y a une espèce de blocage aussi du point de vue capitaliste. Hein. Cet argent, ils ne savent pas où l'investir. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, c'est un problème de lutte de classe, c'est-à-dire qu'on arrive... mais c'est déjà arrivé dans les mouvements ouvriers. Il y a eu, dans l'histoire des mouvements ouvriers, il y a des périodes où ça a mis longtemps avant de se réorganiser. Là, je pense qu'on est dans une situation, dans une période comme ça. Après, une défaite, comme on a connu avec le socialisme et tout ça, l'incapacité de déterminer voilà, ce passage qui a été fait avec le néolibéralisme, disons comme ça, qu'ils ont réussi à passer d'une séquence capitaliste à une autre avec une très grande discontinuité, hein, parce que les capitalistes, comme on les a connus avant, ont disparu. Il y a un autre type de race de capitalistes qui s'est mis en place, mais ils ont réussi à mettre ensemble un bloc de pouvoir qui a une stratégie. Même si cette stratégie est construite, ils ont une stratégie. Par contre, de l'autre côté, je trouve une dispersion très forte et on n'a pas une stratégie, donc on a une asymétrie de classe et on est en train de la payer. Je pense que tout le monde sent cette différence de stratégie, différence de puissance. Démontrer du fait qu'effectivement, ça continue chaque jour, il y a un bout des salaires. Mais vous vous rendez compte, à la fin des années 60, on parlait du salaire comme variable indépendante. Et maintenant, il est diminué dans les pays de 10%, 20%. Il est devenu la variable la plus... C'est la variable d'ajustement, c'est les salaires. Et donc là, il y a une perte de pouvoir. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas reconstruire. C'est un gros problème, parce qu'on ne peut pas reconstruire une classe ouvrière avec les mêmes caractéristiques, fondée sur la même composition de classe, avec le même type d'organisation. Il faut inventer de nouvelles modalités d'organisation. Mais je pense que cette asymétrie dans la lutte des classes. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont critiqué parce que je parle de lutte de classe. Effectivement, je n'ai pas explicité ma pensée, mais c'est-à-dire qu'il y a sûrement un rapport de capital, il est là, ça c'est sûr. Hein? Seulement qu'il s'est déplacé. Donc il y a sûrement des formes de domination. Il y a une classe qui, à mon avis, existe et en stratégie. De l'autre côté, on a beaucoup de difficultés. Et donc voilà, moi je pense que c'est dû à ça. Mais peut-être que c'est un point de vue pessimiste, je ne sais pas. Ou bien un peu lucide. Une recontextualisation de l'introduction controversée de Matteo. Qu'est-ce qui vous a fait adhérer au capitalisme cognitif et qu'est-ce qui vous a fait quitter ce mouvement? Mais en lien avec peut-être avec ce qu'on discute aujourd'hui. Non, j'ai jamais adhéré au capitalisme cognitif, donc voilà, je n'ai jamais non plus. J'ai pas pu sortir parce que j'ai jamais adhéré. J'ai travaillé dans une revue où il y avait cette théorie du capitalisme cognitif. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Donc, je n'étais pas d'accord parce que le capitalisme cognitif, c'est une tentative ultime, je pense, hein, de trouver une continuité sur le terrain du travail. Étant donné que le travail classique avait été défait, ou bien il a été politiquement, pas sociologiquement. Les gens sont toujours là. Faut bien comprendre. Quand je parle de... C'est pas que le travail a disparu. Les gens... La sociologie est toujours là. Les ouvriers existent toujours. Les gens qui vont travailler les matins, ça existe. C'est même pire qu'autrefois, de certains points de vue. C'est la classe, c'est la forme d'organisation qui manque. C'est pas ça. Et donc, je pense que le capitalisme cognitif, c'est une tentative pour essayer de trouver une continuité, disons, ça a disparu, ou bien politiquement a été défait. Est-ce qu'on peut viser sur ces nouvelles formes de... Mais je trouvais que c'était un truc très limité. C'est-à-dire que c'était trop...
s'est concentré sur une composition de classes qui était très spécifique. Par exemple, pour cette théorie, les intermittents du spectacle avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai milité, pour eux, ce seraient les représentants de ces nouvelles types de travailleurs, parce qu'ils travaillent à la télé, cinéma, théâtre, danse, cirque, voilà, ce sont des travailleurs artistico-intellectuels. Mais ils se sont jamais, ils ont fait, en France, ils ont fait une lutte très importante. En 2003, ils ont bloqué le Festival d'Avignon et tout ça. On a fait des niveaux de mobilisation très intéressantes, différentes, voilà. Parce que c'était intéressant parce que ce sont des travailleurs qui n'ont pas un lieu où aller travailler. Parce qu'ils filment pendant 3 mois, après ils font une pièce de théâtre, de publicité. Ils n'ont pas un lieu classique où travailler, donc c'était très intéressant. Mais ils ne se sont jamais reconnus avec cette théorie du capitalisme cognitif. Ils ne se sont pas revendiqués comme travailleurs cognitifs ou comme artistes. Ils ont préféré, par exemple, il y a eu un débat très intéressant au moment de la constitution de la coordination des intermittents du spectacle à Paris, un débat entre des intermittents qui disaient on revendique le fait d'être artiste, d'autres disaient on revendique le fait d'être professionnel, donc d'avoir un point de vue corpo sur leur profession, et d'autres qui disaient non, le problème c'est plutôt aller vers le discours sur la précarité. Et c'est cette tendance qui a gagné. La coordination s'appelle coordination des intermittents et précaires. Donc c'était un type d'ouvrir vers, en disant l'intermittence, par exemple, là, c'est pas une modalité de travail qui nous appartient de façon spécifique, comme c'était dans le Fordisme. Le Fordisme, c'était pratiquement la seule profession qui avait ce type de flexibilité, le travail artistique. Et deuxième chose, il disait, donc ça c'est généralisable. La deuxième chose, il faut que notre régime d'assurance chômage soit élargi à tout le monde. À l'époque, c'était un régime très favorable. 3 mois de travail, vous aviez 12 mois d'allocation, et à un certain niveau. Et donc, voilà, ces gens qui, soi-disant, devaient représenter ce type de... Non, et donc, je n'étais pas tellement convaincu, et même s'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans. Oui, c'est non. Oui, pas tellement comme ça, parce que là... Oui, mais là, avec les précaires, avec les syndicats, alors là, c'est quelque chose. Parce que je pense... Oui. Oui, mais ça, on aurait dû le faire... Une des choses qui a raté les syndicats et le mouvement ouvrier classique, c'est vraiment cette histoire de la précarité. Je pense qu'ils ont complètement raté. C'était une des choses, peut-être qu'on aurait pu trouver une trace pour... parce qu'ils n'acceptent pas. Par exemple, les discours qu'ils font sur ce type de travail, c'est les syndicats veulent... La revendication plus importante qu'ils font, c'est d'avoir une place, un emploi à temps indéterminé, stable. Ils rêvent encore du plein emploi. Autour de cette... Par contre, les intermittents, même en restant sur le terrain de la précarité, ils disent que le plein emploi, il est fini, mais depuis longtemps. Et on ne peut pas revenir au plein emploi. Parce que le plein emploi était lié justement à cette euthanasie du rentier. C'est à ce moment-là qu'on pouvait faire du plein emploi. Moi, je pense, je suis d'accord avec les intermittents, que le plein emploi n'est plus possible. Et donc là, il y a des ruptures très importantes sur cette histoire. C'est-à-dire, en étant sur le terrain de la précarité, mais avec une analyse un peu différente. Je ne sais pas si je me suis... Dernière question. Merci beaucoup. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, effectivement, mais la chose la plus importante, c'est que je viens d'apprendre que le néolibéralisme n'est pas contre un État fort. Mais tout ce que nous attendons au niveau, dis-moi, la société de gauche, les syndicats, les partis, disent toujours le capitalisme est contre l'État.
est-ce qu'ils sont naïfs ou ils ne comprennent pas? Puisque ce que vous venez de dire, je pense que je suis convaincu, mais on entend toujours un discours juste contraire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous dites Le néolibéralisme n'est pas contre l'État fort, mais sont contre un État qui distribue. Oui, ouais, mais tout à fait, mais je suis d'accord. Mais en réalité, ce qu'a démontré la crise, c'est que les libéraux ne sont pas contre l'État. Tout le discours sur le libéralisme, l'État, c'est contre l'État pour la société. En réalité, ce qu'on a vu, c'est une forme de capitalisme d'État qui est en train qui a géré la crise. Hein. Avec un changement du rapport entre... Et moi, je pense que c'est ça. Les libéraux sont une des formes possibles de subjectivation du capitalisme d'État. Mais c'est un capitalisme d'État. Donc, il n'y a pas il n'y a pas cet antagonisme avec lequel les libéraux se montrent, hein, disons, là, nous on est contre l'État. Non, ils sont pas ni pour l'État maximum ni pour l'État minimum. Ils sont pour, et ça le disait Carl Schmitt, qui est un grand réactionnaire allemand, il disait, le welfare c'est un butin, hein, c'est le butin, hein, le butin, et il y a la lutte des classes qui va, l'État n'existe plus. Ce qu'il a dit de façon très différente de ce qu'il avait pensé avant la Deuxième Guerre mondiale, mais après la Deuxième Guerre mondiale, pendant ce débat sur la fondation de l'État social allemand, qui est très important, ces moments, hein, il dit effectivement l'État, il est plus supra partes, il est plus en dehors de la lutte des classes, il est traversé par la lutte des classes. Hein. Et les welfare states, c'est les butins. Hein. Les butins, maintenant, ils sont en train de se les prendre complètement. Et de ce point de vue-là, ils ne sont pas effectivement contre l'État maximum. D'ailleurs, ils l'ont rappelé. Mais pendant la crise, ils l'ont rappelé parce que c'est tout sauf un État libéral, ce qu'on a vu. Hein, un État qui a décidé d'intervenir sur tout. Hein. Si vous voyez, c'est exactement le contraire. L'action de l'État pendant la crise, c'est exactement le contraire de ce que dicte les principes du libéralisme. Mais a été fait, cette politique a été faite par toutes les élites néolibérales. Hein. Donc voilà, je suis d'accord avec ce que vous dites. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au terme. Hein. Donc, merci beaucoup pour l'exposé, pour la réponse aux questions. Merci à tous d'être venus. Et donc, je vous invite toujours aux prochaines activités de l'Université populaire. Merci et bonne soirée. Merci.